Bien, donc petit rappel de ce que nous avons fait mercredi, si mes souvenirs sont bons. Donc nous sommes toujours en train de travailler sur la cinématique où on s'intéresse à la trajectoire suivie par les corps et on est plus particulièrement dans le cadre du mouvement rectiligne uniformément accéléré et on étudie un cas particulier du mouvement rectiligne uniformément accéléré qui est le mouvement de chute libre. Donc nous avons défini ce qu'était le mouvement de chute libre. Donc on a vu que c'était la situation dans laquelle on considérait qu'on était en absence de frottement exercé par le milieu extérieur, en l'occurrence ici en l'absence de frottement exercé par l'air. Dans ce cas-là, tous les corps vont subir la même accélération. Cette accélération est constante et elle est dirigée verticalement vers le bas. Au niveau de son intensité, on a vu qu'elle pouvait varier en fonction de l'endroit où on se trouvait sur Terre. Je vous ai dit, on aura des compléments d'informations dans les chapitres suivants et on prendra comme valeur la valeur moyenne qui est de 9,81 mètres par seconde carrée. Donc c'est vraiment uniquement si on est dans ces conditions particulières. Donc c'est ce qu'on va considérer pour le moment. Et puis encore une fois, un peu plus tard, on verra ce qu'on doit imposer comme condition pour qu'on soit effectivement dans cette situation. Alors on était en train d'appliquer ce mouvement de chute libre à une situation qui était la situation décrite ici. Donc on recherche finalement ce qui se passe lorsque on lance un corps à partir d'une certaine hauteur. On a vu que ce corps subissait cette accélération qui est verticale dirigée vers le bas. Comme il est lancé avec une vitesse initiale vers le haut, on a une vitesse qui va diminuer progressivement jusqu'à atteindre la hauteur maximale pour ensuite redescendre. Donc on va se remettre dans cette situation de l'énoncé qui était proposé là. On va refaire le schéma au tableau et continuer à réfléchir à ce qu'on n'avait pas encore fait. Okay ? Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été fait la dernière fois ? On va zoomer sur le tableau. Pour ceux qui sont à distance, excusez-moi pour le petit tableau, mais Monsieur Van der Straat a monopolisé tout mon tableau. Ok, donc rappelons qu'on est dans une situation où on étudie un mouvement vertical. Donc pour les problèmes de cinématique, il est absolument nécessaire de spécifier l'axe sur lequel on travaille. On est dans un mouvement rectiligne, donc un seul axe suffit. Il faut spécifier la direction, ici c'est vertical, l'orientation. Je choisis de mettre un axe vers le haut parce que c'est ce qu'on avait choisi mercredi, mais je pourrais très bien mettre un axe vers le bas. Il n'y a pas de bon ni de mauvais choix, il y a celui que vous choisissez de faire. Après, il y a certaines situations qui sont plus faciles que d'autres. Donc ici, on avait choisi de mettre un axe orienté vers le haut, donc on va garder ça pour pas tout modifier. Et il faut également spécifier l'origine du repère. Et si mes souvenirs sont bons, mercredi, nous avions mis l'origine du repère au niveau du sol. Ça va ? Les petits retours qui reviennent de la séance d'exercice, la première séance d'exercice qui justement est consacrée à la cinématique, c'est que trop souvent, vous négligez encore cette étape de mettre un repère. Donc, on va être très clair lors de l'évaluation. S'il n'y a pas de repère dans un problème de cinématique, on ne s'amuse même pas à aller regarder le reste de la copie. Pas de repère égale 0, parce que tout ce que vous mettez après, ça n'a pas de signification. Donc, il ne faut absolument pas passer au-dessus de cette étape. Je choisis un repère, je fixe l'origine, je fixe l'orientation. Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce schéma ? On peut ajouter le point de départ. Je vais prendre des couleurs. Donc, on a notre corps qui est lancé à partir d'une position 2 mètres. Donc ça représentait bien la position initiale. Je vais mettre Y parce que je pense qu'on avait mis Y aussi mercredi. On a également la situation qui correspond à atteindre la fenêtre où il y a un observateur qui se trouve et cette fenêtre, elle est située à 10 mètres au-dessus du point de lancement. Donc il y a un point particulier qui se trouve ici quelque part à 12 mètres. Je pense que je l'avais noté Y1. Et puis ensuite, il y avait la situation particulière à nouveau de rechercher quelle était la hauteur maximale qui était atteinte par la balle que nous avions lancée. Et ça, on n'avait pas encore trouvé de valeur. Excusez-moi. Hop. Alors,
Que peut-on encore ajouter sur ce schéma? On peut encore ajouter les informations de vitesse initiale. Le corps est lancé verticalement vers le haut. Ça veut dire que notre vecteur vitesse initiale, il est vertical et vers le haut, V0, et il a comme intensité 15 mètres par seconde. OK? Alors, nous avions déjà, si mes souvenirs sont bons, aussi essayé de traduire les questions qui nous étaient posées. Donc, on nous demandait de calculer le temps et la vitesse de la balle lorsqu'elle passe en montant et en descendant en face d'un observateur qui est situé à la position 12 mètres. Donc, en fait, on recherche quels sont les temps et les vitesses. Donc, il y en aura deux. Il y aura deux situations. Ces deux situations correspondent à la montée de la balle, elle passe devant la fenêtre, et la descente de la balle, elle passe devant la fenêtre. Donc je recherche que valent T1 et T1' ainsi que V1 et V1' quand Y est égal à 12 mètres, puisque passer devant la fenêtre signifie bien Y égale 12 mètres. Okay, ça c'était notre première question. On était ensuite allé, je pense, à la dernière question. Quelle est la hauteur maximale? Donc, pour rechercher cette hauteur maximale, nous recherchions que vaut Y quand atteindre la hauteur maximale, mais notre vitesse était égale à 0. OK? On est revenu à notre deuxième question. Quelle est la distance totale parcourue par la balle lorsqu'elle passe la deuxième fois en face de la fenêtre? Donc, nous avions regardé, elle part de la position 2 mètres, elle s'élève jusqu'à la hauteur maximale. Ça, c'était une distance D1. Ensuite, elle redescend pour arriver à nouveau au niveau de la fenêtre, D2. Et donc la réponse à la question, quelle est la distance totale parcourue lorsqu'elle part de sa position de départ, qu'elle monte jusqu'à sa hauteur maximale et qu'elle revient la deuxième fois en face de la fenêtre? On cherche à trouver que vaut D1 plus D2. Et on avait déjà été plus loin là-dedans en disant, si je regarde sur mon schéma, D1 représente la différence entre ma hauteur maximale et mon point de départ, c'est-à-dire 2. Donc ça, c'était Y max moins 2 pour D1, plus pour D2, la différence entre la hauteur maximale et le niveau de la fenêtre, c'est-à-dire 12 mètres. Donc plus Y max moins 12. C'est ça que nous recherchons. Et donc au final, répondre à la question précédente en trouvant quelle est la hauteur maximale, nous permettra de trouver la réponse à cette deuxième question. Et enfin, dernière question, quelle est sa vitesse lorsqu'elle atteint le sol? Donc, atteindre le sol, donc on recherche que vaut V, quand atteindre le sol, c'est arriver à une position Y égale 0. Alors ça aussi, apparemment, dans la séance d'exercice, ça avait l'air de perturber certains, cette histoire que quand on arrive au sol, la vitesse, elle est non nulle. Alors effectivement, au moment où on touche le sol, la vitesse, elle est non nulle. Après avoir touché le sol, bien sûr, notre corps va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il se passe? Il va y avoir une collision entre l'objet qui tombe sur le sol et le sol lui-même. On étudiera d'ailleurs les collisions à la fin du premier quadrimestre. Mais au moment où le corps touche le sol, il y a bien une vitesse. Si vous mettez votre main en dessous de cette balle, vous allez sentir une impulsion de force qui s'exerce sur votre main. OK ? Donc c'est bien juste le moment où la balle touche le sol et non pas le moment où elle reste au sol. Ça va? Bon voilà, ça je pense que nous avions déjà décrit. Donc c'est l'étape clé dans ce type de résolution, c'est de rechercher comment je peux établir ces équations à partir de mon énoncé en français. Ça va? Alors, de manière générale, on va rechercher comment évolue la position Y en fonction du temps, comment évolue la vitesse V en fonction du temps. Donc, je rappelle le cadre théorique dans lequel on se trouve. Y de t va évoluer selon la relation Y0 plus V0t
moins g t carré demi. On est bien dans le cadre d'un MRUA pour lequel on connaît les équations générales, avec le cas particulier de l'accélération qui est liée à l'accélération gravitationnelle terrestre. J'aurais pu l'ajouter sur mon petit schéma. Mon accélération, comment elle est? Elle est verticale vers le bas. On est bien dans ce mouvement de chute libre. Et donc notre accélération qui est verticale est vers le bas. Quand je vais la projeter dans mon système d'axe, elle aura bien une composante qui est négative, d'où le moins qui se trouve dans notre équation, et elle a bien comme intensité la valeur de l'accélération gravitationnelle terrestre. Donc la norme de notre vecteur accélération, c'est bien égal à g, qui est égal à 9,81 mètres par seconde carré. Ok? Ça va? Alors, première chose qu'on peut aller regarder, c'est quelle est la forme de cette parabole, puisqu'on a bien une équation du second degré. Donc, si je regarde quelle est l'évolution de la position y en fonction du temps, je vais obtenir une parabole. C'est ce que vous retrouvez sur le graphique de gauche. Vous obtenez une parabole dont la concavité est tournée vers le bas. Ben oui, concavité tournée vers le bas, puisqu'on a un terme négatif devant notre facteur du second degré. Cette parabole avec la concavité tournée vers le bas, elle va avoir un maximum, ce maximum correspondant à la situation « j'atteins la hauteur maximale ». Okay ? Et donc on pourrait se poser la question « quand est-ce qu'on atteint la hauteur maximale ?» Si on regarde, je vais mettre les deux parce que là-bas ils ne voient pas le graphique. Donc si on regarde notre graphique, atteindre la hauteur maximale correspond sur le graphique de droite à la situation obtenir une vitesse qui est nulle. Lorsque vous êtes au sommet de votre parabole, la tangente, elle est horizontale. Tangente horizontale au graphique position en fonction du temps, ça veut bien dire qu'on a une vitesse qui est nulle. Donc ce point-ci, sur le graphique de la vitesse en fonction du temps, correspond au temps pour lequel j'atteins la hauteur maximale, et ça correspond donc à la situation arrivée à cette hauteur maximale. Comment je vais pouvoir trouver cette situation-là? Il suffit d'aller chercher l'équation de la vitesse en fonction du temps. L'équation de la vitesse en fonction du temps, ce sera V0 moins G fois T, toujours l'équation générale du mouvement rectiligne uniformément accéléré, dans lequel mon accélération est négative puisque dirigée vers le bas, et qui est égale à l'accélération gravitationnelle terrestre. On a bien une droite, c'est une équation du premier degré, qui est décroissante, puisque le coefficient angulaire de votre droite ici, qui est moins G, il est négatif. Donc c'est bien ce qu'on voit dans le graphique de droite, un coefficient angulaire qui est négatif, la droite qui est décroissante. Si je veux chercher la situation hauteur maximale, je vais rechercher quand est-ce que V de t est égal à 0. Si je remets ça dans mon équation, V de t égale 0, je vais obtenir 0 égale V0 moins G fois t. Et donc, t, je vais mettre t max. Donc t max correspond au temps pour lequel vous atteignez la hauteur maximale. Ce t max sera égal à V0 sur G. Okay, c'est bien ce que vous retrouvez sur le graphique de gauche. T max égale V0 sur G. Or, petite parenthèse, j'ai mis moins V0 sur G en considérant que G avait une valeur négative ici. Okay, je pense que c'est plus facile de retirer le moins et de bien mettre le T max qui est égal à V0 sur G. C'est bien une valeur qui doit être positive pour un temps. Okay, ce temps T max, dans le graphique de droite pour votre vitesse, il correspond à la même valeur. Donc on pourrait ajouter en dessous de T max ici que c'est égal à V0 sur G. Je vais ensuite rechercher quelle est ma hauteur maximale. Ma hauteur maximale correspondra au Y pour lequel cette vitesse est égale à 0. Donc je vais dans mon équation en Y ici aller remplacer mon temps par le temps T max que j'ai trouvé. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je vais obtenir Y0 plus V0 fois le temps T max, qui est V0 sur G,
moins G fois le temps T max au carré, donc V0 au carré sur G carré, divisé par 2. Ok? Je peux aller simplifier ici, vous avez du G et du G carré, donc je peux simplifier. Il reste Y0 plus V0 fois V0, ça fait bien V0 carré sur G, moins 1 demi de V0 carré sur G. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut encore observer et simplifier? Vous avez du V0 carré moins 1 demi de V0 carré. V0 carré sur G moins 1 demi de V0 carré sur G. Donc un truc moins la moitié du truc, il reste que la moitié. Donc ceci est égal à Y0 plus 1 demi V0 carré sur G. Ça me donne la hauteur maximale atteinte par mon corps. C'est bien ce que vous retrouvez sur votre graphique de gauche. À nouveau, le signe moins vient du fait qu'on prend G qui est égal à moins 9,81. Mais moi, je l'ai déjà introduit dans mon équation. On retrouve bien cette expression-là, si ce n'est que dans mon graphique sur le slide, j'ai mis un cas particulier. Il correspond au cas où Y0 égale 0. Dans notre exercice, ce n'est pas forcément le cas. OK ? Est-ce que vous devez connaître ces formules-là? Absolument pas. L'idée, c'est de pouvoir raisonner et de pouvoir résoudre à partir des équations de départ les questions qui nous sont posées. Donc, après, si vous allez retenir ça par cœur, à vos risques et périls, mais il n'y a vraiment aucun intérêt d'aller retenir ces formules-là par cœur. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore aller compléter sur ce qu'on peut voir sur le graphique? On a une parabole. Le sommet de cette parabole qui correspondent aux conditions atteindre la hauteur maximale correspond au sommet de votre parabole et donc également à la position de votre axe de symétrie de la parabole. OK? Si je prends l'axe de symétrie de la parabole, ça veut dire que tout ce que j'ai à gauche de mon sommet est la même chose que ce que j'ai à droite de mon sommet. Comment je peux interpréter ça? Je peux interpréter ça que lorsque je passe à une position en montant ou en descendant, ça se fait de manière symétrique par rapport à mon sommet. Sur mon équation de la vitesse, quand je passe donc en montant ou en descendant par une position, je vais obtenir les mêmes vitesses, au signe près. Positif quand je monte, négatif quand je descends. Ça veut donc dire que si je reviens à la situation de mon exercice où on me demande de trouver quelle est la vitesse en montant et en descendant lorsque je passe par cette fenêtre qui est à 12 mètres, je dois avoir la même valeur de vitesse en montant et en descendant. De même, lorsque je vais revenir à une position 2 mètres, je vais avoir la même vitesse que lorsque je suis parti de cette position 2 mètres. Donc lorsque vous arrivez à 2 mètres, la vitesse doit être la même que la vitesse initiale au signe près. Donc j'aurai une vitesse de 15 mètres par seconde vers le bas et donc de moins 15 mètres par seconde numériquement. Ça va? Donc ça, on peut le voir sur notre graphique qui représente l'évolution de la position en fonction du temps et le graphique de la vitesse en fonction du temps. Alors, je reviens sur mon énoncé et la suite de notre résolution. Une fois finalement qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à remettre des valeurs numériques là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Le Y0. Mon Y0 qui vaut 2 mètres, plus 1 demi, la vitesse initiale qui valait 15 mètres par seconde, donc 15 au carré, sur 9,81. Donc là, on va trouver notre hauteur maximale. Ça, c'est pas possible. Pardon, c'est pas... Mais si, c'est bon. Ça, c'est pas possible parce que on doit arriver à une hauteur supérieure à 12 mètres. Ok, ça, c'est mieux. Donc, effectivement, une fois qu'on a trouvé une solution, on se replace dans notre exercice pour voir si c'est plausible.
J'atteins une hauteur maximale de 13,47 mètres. Ben, ok, c'est une hauteur qui est supérieure à ces 12 mètres où est située la fenêtre. Et donc, c'est plausible. Ça ne me dit pas si c'est bon avec certitude, mais en tout cas, c'est possible. Un 9 et des, ce n'était pas possible. Ça va ? On peut par conséquent répondre à la question sur la distance totale parcourue. Y max moins 2 plus Y max moins 12, ça fait 2Y max moins 14. Et donc je vais mettre en couleur la valeur numérique. On va avoir 2 fois 13,47 moins 14. « 12,94, c'est ça? J'ai bien calculé. Vérifier. Hein. Ça va? On est bien OK? J'ai vraiment pas beaucoup de place. Alors, il nous reste la première question et la dernière à laquelle nous devons encore répondre. Donc, rechercher les temps auxquels on passe devant la fenêtre et rechercher la vitesse à laquelle on y passe. Je peux effacer le tableau de droite? Oui. Donc, je recherche que valent les temps pour que Y soit égal à 12 mètres. Donc, je dois repartir de cette condition. Y de t égale à 12 mètres. Et je connais toujours mon équation qui est la position initiale plus la vitesse initiale fois le temps moins g fois t carré demi. OK ? Je peux introduire là-dedans mes valeurs. 12 égale la position initiale 2 mètres, la vitesse initiale 15 mètres par seconde, le temps qui est ce que je recherche, la valeur de g, je vais l'introduire également, moins 9,81 fois t carré sur 2. Donc là, je me retrouve avec l'outil mathématique nécessaire pour résoudre cette équation, qui est une équation du second degré. Donc l'équation du second degré, on va d'abord la mettre sous la forme 0 égale quelque chose. Donc 2 moins 12, on aura moins 10, plus 15t moins 9,81 fois t carré demi. Et donc là, on a bien la forme d'une équation du second degré, ax carré plus bx plus c. On peut résoudre cette équation du second degré et trouver les deux valeurs des temps qui correspondront à t1 et t1'. J'ose espérer que vous vous souvenez tous comment on résout une équation du second degré. Okay, on doit calculer le déterminant. Donc si vous calculez votre déterminant b carré, donc 15, moins 4 fois le terme en t carré, donc 9,81 demi, fois le terme indépendant, 10. Oui, mais j'ai mis b carré moins... Ah oui, pardon. Oui, il y a un moins. Merci. Oui, mais j'ai tout mis, j'ai mis le signe devant. Donc, moins 4ac. Donc, moins 4. Le A est négatif, donc ça fait un plus. Le C est négatif, donc ça fait un moins. Ça va ? Donc, je peux calculer mon déterminant. Une fois que j'ai trouvé le déterminant, la solution, première solution, moins b, donc moins 15, plus la racine de déterminant sur 2 fois a, donc sur moins 9,81. Et la deuxième solution, moins 15, moins la racine du déterminant sur 2 fois a, donc sur moins 9,81. Le premier correspondra au premier temps, donc le temps en montant. Le second correspondra au temps en descendant. Je vous laisse regarder les valeurs.
Oui, ok. Ça, c'est pas possible. Si on est dans une valeur négative, alors il y a un problème au niveau du sens physique. 0,98 secondes. Il y en a d'autres que cette valeur? Ok. Donc 0,98 secondes, c'est le temps auquel on passe devant la fenêtre en montant. Et le deuxième? 2,078, c'est ça? 2,08 secondes, c'est le temps auquel on passe devant la fenêtre en descendant cette fois. OK? À partir de ces valeurs de temps, je vais pouvoir trouver les valeurs de vitesse, puisque c'était le dernier élément qui était demandé. Je peux trouver la vitesse V1, qui est la vitesse au temps T1. Cette vitesse V1, ce sera la vitesse V0, de 15 mètres par seconde, moins 9,81 fois mon temps T, qui est de 0,98. Et je peux également calculer V1', même si je sais déjà ce qu'elle va valoir. Ce sera la vitesse au temps T1', c'est-à-dire 15 moins 9,81 fois 2,08. Donc encore une fois, on doit trouver les deux mêmes valeurs au signe près. Oui? Pour le moins 15 radical delta sur moins 9,81, je l'obtiens 2,08. Il est là. Mais je veux dire, pour le plus, j'obtiens 2,08. Ah, ça, c'est pas possible. C'est normal que celui-là ait une valeur plus grande que celui-là. Hein? Là, tu as moins, donc tu as des valeurs qui s'additionnent quelque part avec un signe négatif, mais qui s'additionnent. Donc le terme là, en valeur absolue, il est plus grand que le terme qui est là. OK? Ok, donc 5,4 mètres par seconde, moins 5,4 mètres par seconde, pour l'autre, normalement si tout va bien. On réfléchit à nouveau, est-ce que c'est plausible par rapport à notre situation? Donc je vous rappelle, on est ici à 12 mètres, donc on sait qu'on doit avoir une vitesse qui est comprise entre 15 mètres par seconde, qui est notre vitesse de départ, et 0 mètres par seconde, qui est la vitesse atteinte à la hauteur maximale. Donc c'est possible. À nouveau, ça ne garantit pas à coup sûr que la réponse est bonne, mais en tout cas, c'est possible. OK? Et alors, il nous restait une dernière question. Je vais la mettre ici en couleur en dessous. On nous demandait également de déterminer quelle est la vitesse quand la balle touche le sol. Donc, on a traduit ça à que vaut V quand Y égale 0. Donc, à nouveau, on doit travailler sur les conditions de vitesse et de position. Si je reprends mon équation de la position, Y doit être égal à 0. Ma position initiale était de 2. Ma vitesse initiale de 15 mètres par seconde. Le temps correspond au temps pour atteindre le sol. Moins 9,81 demi fois le temps pour atteindre le sol au carré. Donc, même situation que précédemment, on a une équation du second degré à résoudre de manière à trouver quelle est la valeur du temps mis pour atteindre le sol. Équation du second degré, ça veut dire qu'à nouveau, vous allez trouver deux solutions. Dans les deux solutions que vous allez trouver, ici, une des solutions sera négative. On réfléchit, est-ce que le temps négatif dans mon énoncé a un sens physique? Mais non. Le temps négatif que vous allez trouver en résolvant cette équation du second degré, c'est le temps auquel vous auriez été, je mets au conditionnel parce que ça n'existe pas, le temps auquel vous auriez été au niveau du sol et que lorsque vous arriviez à 2 mètres, vous avez une vitesse de 15 mètres par seconde. Dans l'exercice, il n'a aucune signification. Il ne se passe rien avant le moment 0,
qui correspond au moment où j'ai lancé ma balle à une position de 2 mètres et avec une vitesse de 15 mètres par seconde. Donc cette valeur négative du temps, elle est bien sûr à exclure, puisqu'elle n'a pas de signification dans notre exercice. Oui? Ici? Ici? Donc là, j'ai repris l'équation y égale 0. J'impose la position doit être égale à 0 pour arriver au sol. Donc le 0 vient de mon équation là-bas où y égale 0. Le y0 est de 2 mètres. La vitesse initiale est de 15 mètres par seconde. Je recherche le temps mis pour atteindre le sol et avec une accélération de moins 9,81. D'accord? Ça va? Donc une fois que vous avez trouvé le temps mis pour atteindre le sol, on n'a pas encore fini, puisque notre question c'était de trouver la vitesse lorsqu'on arrive au sol. À ce moment-là, reste à trouver quelle est la vitesse pour le temps égal au temps calculé juste avant. Donc ça, ce sera égal à 15 moins 9,81 fois le temps mis pour arriver au sol. D'accord ? Vous voyez que dans cet exercice, dans cette résolution, à aucun moment, je n'ai changé de repère. J'ai mis un repère une fois pour toutes et je suis restée attachée à ce repère. Essayez d'être structuré de la sorte. Je sais que certains vont me dire, oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord regarder le mouvement pour aller jusqu'à la hauteur max et puis changer de repère et le mettre vers le bas? Ok, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, à condition que dans votre résolution, vous précisiez « Attention, j'ai changé de repère. Maintenant, il est plus vers le haut, il est vers le bas. » Et donc, franchement, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde si, dès le départ, vous vous fixez un repère et que vous restez attaché à ce repère durant toute votre résolution. Ok, voilà. Il reste à trouver les valeurs numériques, c'est pas le plus important, c'est pas le plus compliqué. Mais vraiment l'idée de traduire cet énoncé qui est mis en français en un schéma, en des équations à résoudre, c'est vraiment la clé de la résolution de votre exercice. Hein. Voilà, alors juste au niveau des slides, on les a commentés. Donc l'équation, le graphique qui nous donne la position en fonction du temps, on en a parlé en long, en large et en détail, ainsi que le graphique de la vitesse en fonction du temps. Et le dernier graphique nous représente l'accélération en fonction du temps. On est bien dans le cadre d'une accélération qui est constante, donc le graphique est bien une droite horizontale avec une accélération qui est négative ici et qui vaut donc moins 9,81 mètres par seconde carré. Voilà, il n'y a rien de plus à dire sur ce slide-là. Voilà, je vous propose de clôturer cette partie sur la chute libre en résolvant un autre exercice. Quelque part, dans le premier exercice, il y avait une situation où il n'y avait qu'un seul corps. On regarde le mouvement de la balle. Ici, on vient ajouter un élément extérieur qui est un bonhomme qu'on essaye de toucher, mais on n'y arrive pas. Voilà, je vous propose de lire attentivement cet énoncé. Essayez pendant quelques instants de faire la même démarche que ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire fixer votre repère. Ceci dit, ici, il est déjà fixé. On vous impose déjà le choix d'un repère. Essayez d'y indiquer un maximum d'informations sur position initiale, vitesse initiale, etc. Et essayez aussi surtout de traduire en équation les informations qui sont données dans cet énoncé. Voilà, je vous laisse y réfléchir quelques instants, le temps d'effacer mon tableau, de faire de la place. Je peux effacer, hein, tout le monde a bien pu prendre note. Alors j'en profite aussi pour faire un petit commentaire au sujet des exercices en ligne. Certains d'entre vous sont revenus pendant la séance d'exercice en disant les exercices en ligne c'est quand même pas facile.
Or, c'est vrai, ce n'est pas des exercices niveau basique. Quel est l'objectif au travers de ces exercices? Pourquoi je n'ai pas mis des exercices plus basiques? Je pourrais le faire, je pourrais en rajouter. Et si vous le désirez, n'hésitez pas à m'en faire part. L'objectif, c'est de vous montrer que la problématique quand on a des exercices basiques, c'est qu'on ne structure pas assez sa réflexion et que clairement, ce n'est pas notre objectif. Les exercices basiques, ce n'est pas ça qu'on va vous demander. Donc, très clairement, les exercices qui sont proposés dans les tests, c'est des exercices qui pourraient être du niveau de votre évaluation. Vous n'y êtes pas arrivé avant la séance d'exercice, c'est pas grave. L'objectif a été de vous faire réfléchir. Si vous n'avez pas obtenu de bons résultats à ce test après un premier essai, voire après un deuxième essai, il n'y a rien de dramatique. Je vous ai dit, c'est de l'évaluation pour vous, formative. Donc moi, je ne prends pas en compte les notes que vous obtenez à ce test. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est maintenant qu'on a eu un complément en cours, que vous avez fait une séance d'exercice, donc que vous avez pu résoudre des exercices de ce niveau-là, c'est de revenir sur ce test et d'essayer de le refaire à nouveau pour voir si vous maîtrisez. Ou peut-être après encore avoir fait d'autres exercices supplémentaires. C'est en tout cas un niveau que vous devez atteindre pour l'évaluation. Donc si pour avant la séance, et peut-être qu'il ne faut pas faire 3 essais avant la séance, si pour avant la séance vous n'y êtes pas arrivé, c'est pas grave. L'objectif est quand même atteint, vous avez réfléchi à une démarche. Mais après la séance, pour vous tester, vous pouvez aller refaire ces tests et là, c'est une manière de voir si vous maîtrisez ou pas. Si vous n'arrivez pas à faire ces tests, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour l'évaluation. Ok? Ça va? Donc pas de panique si ça n'a pas été pour le moment, pas de stress. Essayez encore et n'hésitez pas surtout à revenir vers nous si vous avez des questions. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'obtenez pas la bonne réponse ou vous ne savez pas comment démarrer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'interpeller après le cours ou même les profs d'exercice. Oui? Alors il y a 3 essais, oui. S'il y en a qui sont arrivés à leurs 3 essais, qui ont déjà fait 3 essais, qui voudraient encore se retester, pareil, vous m'envoyez un petit mail et je mettrai plus que 3 essais, il n'y a pas de souci. Le but des 3 essais, c'est comme il y a quand même des questions à choix multiples, c'est d'éviter qu'on tape à pouf et qu'on ait une solution, c'est pas l'objectif non plus. Oui. Pour l'exercice précédent, quand on touche le sol. Alors, la question est intéressante. Est-ce que c'est possible que la vitesse vale moins 31? Alors, on réfléchit. On était à moins 15 quand on est à 2 mètres. Donc, on doit être à une vitesse supérieure. Donc, c'est possible. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ça, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Oui? Je pense que c'est cette réponse-là qui est plus correcte. Oui. Mais la vitesse initiale, elle vaut 0. Non, la vitesse initiale, elle vaut 15 mètres par seconde. La vitesse initiale, c'est bien la vitesse à laquelle tu as lancé ta balle au début du mouvement. Moi, je pensais que c'était la vitesse initiale quand elle était en haut. Non, notre équation, elle est écrite à partir du repère sur lequel on a travaillé. Et on est toujours dans ce repère-là. D'accord? Donc ta vitesse initiale, c'est 15 mètres par seconde. Et c'est ça l'écart entre tes deux valeurs. OK?
Voilà, donc j'ai commencé par essayer de traduire sur mon schéma les informations que j'avais dans mon énoncé. Donc pour le choix du repère, on nous impose déjà le repère où on place l'origine au niveau du sol et l'axe qui est dirigé verticalement vers le haut. Donc on nous dit qu'un sac de sable est lâché du toit d'un bâtiment. Donc là, on a déjà une information. 1, la position de laquelle il part. La position sera Y0 qui correspond au haut du bâtiment. Et deuxième information, il est lâché. Lâché, ça veut dire qu'on ne communique pas de vitesse initiale au corps. Et donc la vitesse initiale du sac de sable, elle sera bien de 0 mètres par seconde au moment où elle part du haut du bâtiment. Alors, le sac qui est lâché manque un gangster qui a une hauteur de 2 mètres et on nous dit que le projectile, donc le sac, parcourt la hauteur du gangster en 0,2 secondes et tombe à ses pieds. Donc j'ai représenté sur mon schéma le gangster qui fait 2 mètres. Donc j'ai mis comme situation particulière le Y1 qui correspond à la tête du gangster qui se trouve à 2 mètres et le Y2 qui correspond au pied du gangster qui eux se trouvent à 0 mètre. Donc c'est 2 situations particulières. J'ai ajouté les vitesses, représentation vectorielle des vitesses sur le schéma. Le sac de sable a donc une vitesse V1 lorsqu'il est à la hauteur du gangster et a une vitesse V2 lorsqu'il arrive au sol, avec la vitesse V2 qui en intensité sera plus grande que la vitesse V1. On a bien un corps qui est accéléré. L'accélération négative ici que l'on va trouver correspond bien à un mouvement accéléré, mais dans le sens opposé à l'axe. OK ? Donc on peut ajouter les informations numériques. Donc on va mettre Y0, ça on n'a pas d'information dessus. V0 est égal à 0 mètres par seconde. Y1 vaut 2 mètres. V1, je n'ai pas d'information dessus. Y2 vaut 0 mètres. V2, je n'ai pas d'information dessus non plus. Et on a notre accélération qui sera égale à moins 9,81 mètres par seconde carré. On a identifié qu'on était dans le cadre d'une chute libre, donc le cadre théorique c'est bien celui du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc on peut rappeler les équations. Y égale Y0 plus V0t plus AT carré sur 2. Et donc ici en particulier Y de t égale Y0 plus V0t moins GT carré demi. Et l'équation de la vitesse en fonction du temps, c'est la vitesse initiale moins G fois T. À nouveau, équation générale d'un MRUA dans lequel l'accélération est égale à moins G. Étape cruciale avant de se lancer dans la résolution, on va essayer de traduire ce qu'on nous demande sous forme d'une ou plusieurs équations à résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que vous recherchez, en fait, dans l'énoncé? Ok, on recherche Y0. Pour quelles conditions? Comment je vais traduire la condition? Le sac de sable parcourt les 2 mètres de mon gangster en 0,2 secondes. Essayez de traduire ça sous forme d'équation. Non. Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Il y a une accélération. Donc là, tu es en train de calculer une vitesse moyenne. Donc tu dis, si je parcours 2 mètres en 0,2 secondes, j'ai une vitesse moyenne qui est 2 divisé par 0,2. Ok, ça te donne une vitesse moyenne. Sauf que cette vitesse, elle n'est pas constante sur ton mouvement. Donc ça, on ne peut pas utiliser. Ok, j'avais une main levée là-bas. Ok, on nous donne effectivement une information sur T2 moins T1. Donc T2, c'est le temps auquel on arrive au sol. T1, c'est le temps auquel on était à la hauteur de la tête du gangster. Donc on nous donne une information sur T2 moins T1 qui vaut 0,2 secondes. Et on a encore une autre information. Il parcourt 2 mètres sur ces 0,2 secondes. Comment vous pouvez traduire ces 2 mètres?
Alors, pas tout à fait position initiale et position finale, parce que notre position initiale, c'est Y0, mais en tout cas, la position au temps T1 et la position au temps T2. Donc, je peux écrire Y au temps T2 moins Y au temps T1 égale à 2 mètres. Donc, c'est ça que je vais rechercher. Quelle est cette condition ? Que doit valoir Y0 pour répondre à ces deux conditions? Il faut en même temps que YT2 moins YT1 soit égal à 2 mètres, alors que T2 moins T1 égale 0,2 secondes. Ça veut bien dire, je parcours 2 mètres en 0,2 secondes. Ça va? À nouveau, une fois que vous avez passé cette étape-là, on va aller chercher les équations et mettre tout ça sous forme de valeurs numériques. Donc, je recherche YT2 et YT1. Donc, pour ça, je vais bien sûr me replonger dans l'équation en Y de T. Donc, YT2, ce sera Y0 plus V0T. Ça fait 0. Notre vitesse initiale, elle est nulle. Donc, moins 9,81 fois T1 au carré sur 2. Ça, c'est YT1. Et YT2, c'est la même chose avec le temps T2. Donc, Y0, moins 9,81 fois T2 au carré sur 2. OK? Donc, cette équation-là, mettre 1, 2. L'équation numéro 1, elle reste T2 moins T1 égale 0,2 secondes. Et l'équation numéro 2, elle devient YT2, donc Y0 moins 9,81 fois T2 au carré sur 2, moins YT1, c'est-à-dire Y0 plus 9,81 fois T1 au carré sur 2. Les Y0 vont simplifier. Y0 moins Y0, ça fait bien 0. J'obtiens par conséquent un système de deux équations à deux inconnus. Deux équations à deux inconnus, je suis sûre et certaine que je peux résoudre. OK ? Donc, on peut réécrire ce système sous la forme T2 égale 0,2 plus T1. Et ici, on peut écrire 9,81 demi fois T1 au carré moins T2 au carré. Je réinjecte la première équation dans la deuxième. J'ai oublié un truc ici. J'ai oublié de mettre que ça, c'est égal à 2 mètres. Et donc aussi ici égal à 2 mètres. Donc je vais obtenir, alors T1 au carré, ça je le laisse comme ça, moins T2 au carré. Donc, j'élève ça au carré. On va avoir 0,04 plus 2 fois 0,2, donc 0,4 fois T1, plus T1 au carré, qui est égal à 4 sur 9,81. Je supprime mes parenthèses. Avec le signe moins devant, je dois donc changer les signes. Je vais avoir moins 0,04 moins 0,4 fois T1 T1 au carré moins T1 au carré va se simplifier. Égale 4 sur 9,81.
Je vais avoir un problème de signe quelque part. Donc on a moins 0,4 T1 qui est égal à 4 sur 9,81 plus 0,04. Et donc je peux trouver T1, mais qui va me donner une valeur négative, donc il y a une erreur quelque part. On va essayer de chercher ensemble. Est-ce que vous voyez où est l'erreur ? Oui, ok, je l'ai vu. Donc T2 moins T1 égale 0,2, ça c'est bien correct. Ici, YT2, le YT2, ça correspond à 0, alors que le YT1 correspond à 2 mètres. Donc ici, YT2 moins YT1, ça fait moins 2. Okay, vous pouvez l'écrire sous la forme YT1 moins YT2 égale 2, hein, mais je l'ai mal écrit au départ. Ça va, tout le monde a bien vu d'où ça vient? Donc ici, YT2 correspond à la position au niveau du sol, c'est-à-dire 0. YT1 correspond au niveau de la tête, donc 2. Et donc quand je fais 0 moins 2, ça ne me donne pas 2, mais ça me donne moins 2. Ok? Donc où est-ce que je dois corriger? Ici c'est, je vais le mettre en rouge, comme ça on verra bien, un moins 2. Là c'est un moins 2. Et donc là c'est un moins 4. Et là c'est un moins 4. Et là c'est un moins. Ok? Donc, à nouveau, vous voyez cette idée de, à la fin, quand j'ai trouvé une solution, je regarde si c'est plausible. Ici, je vois un temps négatif, ça n'a pas de sens. Donc, quelque part, j'ai dû faire une erreur. Qu'est-ce que ça va me permettre de trouver, ceci? Ça va me permettre de trouver le temps T1, qui n'était pas ce qu'on recherchait. Hein. Nous, ce qu'on recherchait, c'était que valait Y0. Mais c'est pas grave, une fois que j'ai trouvé le temps T1, je peux aller le réinjecter soit dans une des deux équations, ici dans l'équation en T1. Mon YT1 sera égal à 2 mètres, donc ici, 2 égale Y0 moins 9,81 fois T1 au carré sur 2, et donc Y0 égale 2 plus 9,81 fois T1 au carré sur 2. Donc ça veut dire, dès que j'ai trouvé T1, j'ai également le Y0. Ok? Ça va? Donc, vous voyez vraiment l'enjeu, et c'est à ça que vous devez vous exercer, c'est de traduire ceci. Après, c'est des mathématiques, ça reste des mathématiques de base. Hein. On a une équation du premier, du second degré, un système d'équations. C'est tout ce qu'on va avoir dans ce genre de problème. Voilà, donc je vous propose de chercher les valeurs numériques chez vous. Ce n'est pas ça le plus important, c'est vraiment la démarche qu'on réalise pour arriver au bout de cet exercice. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça paraît clair pour tout le monde? Ok, on va faire un peu de place au tableau alors, et puis... Oui? Oui. Donc, le raisonnement que j'ai utilisé ici, c'est ça pour la résolution. Donc, j'ai été réinjecter l'expression de T2 dans mon équation numéro 2. J'ai développé le carré, hein, donc j'ai mis le terme 0,2 au carré, c'est 0,04. Le double produit, donc 2 fois 0,2 fois T1, c'est 0,4 T1, et puis T1 au carré. Okay. Puis j'ai retiré les parenthèses, donc j'ai T1 au carré moins T1 au carré, ça se simplifie. Okay. Puis je vais avoir moins 0,04, ça c'est celui-là, moins 0,4 fois T1, c'est ce terme-là, et de l'autre côté, il me reste moins 4 sur 9,81. D'accord? Puis ensuite,
Le moins 0,04, je change de côté de l'égalité, donc ça devient plus 0,04. Et donc il reste moins 0,4 T1 égale moins 4 sur 9,81 plus 0,04. Ça, c'est une valeur à calculer. Pour avoir T1, on prend la valeur qu'on aura calculée ici, divisée par moins 0,4. Ça va? J'ai trouvé T1. Une fois que j'ai trouvé T1, je vais le réinjecter dans mon équation de la position pour obtenir Y0. OK? Ça va? D'autres questions? Je peux déjà effacer le tableau de gauche? Oui. Je peux également effacer le tableau de droite? Oui. OK. Bien. Alors, notre étape suivante, jusque-là, on a étudié des mouvements à une dimension. On a travaillé sur des mouvements rectilignes, le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Remarquez que si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il suffit de repartir des équations de départ entre position, vitesse et accélération. OK ? Je pense que d'ailleurs vous avez fait un exercice de ce type-là. Si pas, il y en a justement un dans les exercices en ligne. On va maintenant s'attacher à l'étude d'un mouvement à deux dimensions. Donc on n'a plus qu'une seule direction. Maintenant, on va avoir deux directions données. Sauf que on va quand même se placer dans un cas un peu particulier qui correspond au cas où on a un mouvement à deux dimensions, mais qui peut être décomposé en deux mouvements à une dimension, indépendants l'un de l'autre. J'explique. Juste... Voilà. Ça, ils vont voir les deux en même temps. Lève pas trop la tête. Hein. Alors, donc dans ce mouvement à deux dimensions, qui sera ici le tir balistique, perdu. Dans ce mouvement à deux dimensions, on va considérer que le mouvement dans une des directions données, qui est ici le mouvement selon l'axe X, est indépendant du mouvement selon l'axe Y. Et on va également prendre les conditions simplificatrices de on néglige tout frottement avec le milieu extérieur, donc on néglige les forces de frottement aérodynamiques, ce qui permettra d'avoir verticalement un mouvement rectiligne uniformément accéléré qui est une chute libre et horizontalement un mouvement rectiligne uniforme, puisque notre accélération ne sera que verticale. OK ? Bien sûr, pour faire cela, il faut que le type de mouvement que l'on a en X ne dépende pas de la position en Y. Et inversement, il faut que le type de mouvement qu'on a en Y ne dépende pas de la position en X. Donc, très clairement, il faut que le milieu soit homogène. Imaginons que vous passiez à un moment donné dans de l'eau et à un autre moment dans l'air, mais ça n'irait pas. En fonction de la position où je me trouverais en Y, mon mouvement en X pourrait être différent, et inversement. Donc, ce mouvement de tir balistique, dans lequel on a un mouvement en X qui est indépendant du mouvement en Y, il n'est valable que si on est dans cet espace homogène pour lequel l'accélération n'a comme composante qu'une direction verticale dirigée vers le bas. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au cours précédent, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'il n'y ait qu'une seule force qui s'applique sur notre corps, qui est son poids. On néglige toute autre force qui pourrait s'exercer sur le corps. D'accord? Donc cette situation de tir balistique, elle correspond à cela. La situation
où on recherche le mouvement suivi par un corps lorsque il y a une seule et unique force exercée sur celui-ci qui correspond à son poids. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher là-dedans? Plusieurs informations. On va rechercher quelle est la trajectoire suivie par notre corps. Ici, c'est un boulet de canon. Je voudrais toucher ma cible. Si je veux toucher ma cible, j'ai besoin de savoir quelle est la courbe que suit le boulet de canon lors de sa trajectoire. Donc, pour rechercher cette information, on va rechercher que vaut la trajectoire Y en fonction de X. OK? Ça, ce sera un des objectifs. Trouver l'équation de cette trajectoire. Pour y arriver, on va travailler justement sur le fait que l'on ait deux mouvements indépendants, un en X et un en Y. Donc, on recherchera comment évolue la position en X en fonction du temps, comment évolue la position Y en fonction du temps, et puis en mettant ces deux éléments-là ensemble, ça nous permettra de trouver comment évolue la trajectoire en X. On va pouvoir chercher d'autres caractéristiques de ce tir parabolique. On va également rechercher quelle est la hauteur maximale. Sur ma trajectoire, sur ma courbe ici, jusqu'à quelle hauteur maximum je peux aller. On va également rechercher comment je peux déterminer la portée de mon tir. La portée de mon tir, c'est jusqu'à quelle distance je peux aller. Alors, on verra qu'il y a des situations différentes. Je pourrais très bien avoir un sol qui est parfaitement horizontal. Okay. Jusqu'à quelle distance je vais aller sur ce sol qui est horizontal? Je peux avoir un sol qui n'est pas horizontal, comme sur mon schéma ici. Jusqu'à quelle distance je peux aller sur ce sol qui n'est pas horizontal? D'accord? Donc, rechercher cette expression pour la portée et pour la hauteur maximale suivie par le corps. Et de manière générale, encore une fois, même si on va établir des relations pour ces deux grandeurs, l'objectif n'est absolument pas que vous alliez retenir ces relations, mais que vous ayez compris la démarche qu'on a utilisée. Parce que chaque énoncé est différent. Je peux avoir un énoncé dans lequel le sol est horizontal, un énoncé dans lequel le sol est incliné avec une pente décroissante, je peux avoir une pente croissante. Donc l'objectif, c'est de trouver l'intersection entre la trajectoire suivie par le corps et l'élément sur lequel il va venir tomber. OK? Donc ça, ce sont les objectifs pour l'étude de ce tir parabolique. Alors, j'ai reprécisé ici toutes les hypothèses simplificatrices dont je viens de vous parler et j'ai schématisé l'exemple que vous aviez juste avant sous forme d'un graphique, position en Y en fonction de position en X. En venant ajouter, je considère que mon objet est tiré d'une position initiale. Comme je suis à deux dimensions, j'ai besoin des deux coordonnées. Donc le point de départ de mon mouvement a comme coordonnées x0, y0. Ça, c'est l'endroit d'où mon projectile est tiré. OK ? Ce projectile, on lui communique une vitesse initiale. J'ai représenté également sur le schéma le vecteur vitesse initiale. À nouveau, comme on est à deux dimensions, il faut préciser les composantes de ce vecteur vitesse initiale. Souvenez-vous, pour donner les composantes d'un vecteur, il y a plusieurs possibilités. Je peux donner les composantes en termes de « je regarde la composante dans le repère orthonormé en X et en Y », ou je peux donner ces composantes dans un repère qui serait un repère circulaire, c'est pas ça que je veux dire, les coordonnées polaires, pardon, du vecteur. Donc si je veux donner les coordonnées polaires du vecteur, je vais donner l'intensité, la norme du vecteur et l'orientation qu'il forme ici avec l'angle horizontal. Okay ? Donc, mon point de départ, il a comme coordonnées x0, y0, et ma vitesse initiale, elle a comme coordonnées, donc le vecteur vitesse initiale v0, a comme coordonnées v0, θ, ça c'est une manière, en précisant les coordonnées polaires du vecteur vitesse initiale.
ou je peux exprimer le vecteur V0 sous forme de ses coordonnées cartésiennes V0x, V0y. Et je peux sans problème passer de l'un à l'autre. On l'a fait quand on a parlé des différents systèmes de coordonnées. Comment est-ce que je peux passer de l'un à l'autre? On aura V0x, donc la coordonnée cartésienne de mon vecteur V0, qui est égale à V0 cos de l'angle θ, et V0y, qui est égal à V0 sinus de l'angle θ. Okay, donc ça change aussi par rapport au mouvement rectiligne dans lequel on avait travaillé. Pour un mouvement rectiligne, votre vitesse, elle avait toujours la direction du mouvement. Okay? Ici, votre vitesse, elle va toujours être tangente au mouvement, mais elle peut avoir deux composantes, puisqu'on est dans un mouvement à deux dimensions. Ok, alors on néglige tout ce qui est frottement aérodynamique. Le fait que l'on néglige tout ce qui est frottement aérodynamique engendre que notre accélération, elle est verticale et elle est dirigée vers le bas. Et donc, notre accélération, notre vecteur accélération qui est vertical et dirigé vers le bas, impose que la composante en x de l'accélération, elle est nulle, à condition bien sûr que vous ayez mis comme repère un x horizontal et un y vertical. Ok? Si vous avez mis un axe horizontal-vertical pour votre repère, si votre accélération est verticale vers le bas, elle n'a pas de composante sur l'axe x. Elle aura par contre une composante sur l'axe y. Ma composante sur l'axe y sera négative, puisque mon repère est dirigé vers le haut dans mon exemple, et sera égale à moins 9,81 mètres par seconde carré. Ok? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Si je n'ai pas d'accélération en x, je vais obtenir sur l'axe OX un mouvement rectiligne uniforme. Si j'ai une accélération sur l'axe y qui est constante, j'aurai sur mon axe y un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc ce mouvement à deux dimensions va en fait pouvoir se décomposer en deux mouvements à une dimension qui sont indépendants les uns des autres, si bien sûr on est dans ce milieu qui est complètement homogène. Ça va ? Hop, je vais zoomer sur le tableau. Voilà. Alors, j'ai mis mon petit résumé ici au tableau, et donc notre objectif, c'était de trouver la trajectoire suivie par le corps en passant par justement ces deux mouvements indépendants, un mouvement rectiligne uniforme en X et un mouvement rectiligne uniformément accéléré en Y. Donc ça, je connais, c'est des choses que je maîtrise, on a fait du MRU, du MRUA, et donc je peux rappeler les équations de ces mouvements. Donc si je travaille en X, je vais avoir x de t égale x0 plus, c'est là qu'il faut faire attention, la composante en x de ma vitesse. Si je regarde mon mouvement en x, je dois aussi décomposer mon vecteur vitesse selon cet axe x. Donc V0x représente bien la composante en x de mon mouvement, donc ici V0 cos θ. Je peux écrire l'équation de la position en y, ce sera y0, même chose pour la vitesse initiale, je dois prendre la composante en y, donc v0y fois t, notre accélération qui est égale à moins g, donc moins g, t carré demi. Ça c'est pour la position en x et la position en y. Je peux faire de même avec la vitesse. La vitesse en x par rapport au temps, elle reste constante, puisque on est dans le cadre d'un mouvement rectiligne uniforme sur cet axe x. Par contre, la composante en y de ma vitesse, elle va varier de manière linéaire, selon la relation v0y. Je dois bien prendre la composante en y de ma vitesse initiale, moins g fois t. Ok ?
Donc là, je n'ai fait qu'appliquer les équations du MRU et du MRUA à la situation particulière qui a été décrite ici. En X, un mouvement rectiligne uniforme pour lequel j'ai une vitesse initiale qui vaut V0x, et en Y, une chute libre pour lequel j'ai une vitesse initiale qui vaut V0y. OK? Bien, un de nos premiers objectifs, c'était de trouver quelle est l'équation de la trajectoire, y en fonction de x, pour savoir quel type de courbe je vais obtenir. Alors, justement, pour travailler sur ces trajectoires, j'ai x en fonction de t et y en fonction de t, et moi, je voudrais bien avoir y en fonction de x. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir y en fonction de x à partir de x en fonction de t et de y en fonction de t? Quel est l'élément commun entre ces deux équations? J'ai x en fonction de t, y en fonction de t. Quel est l'élément commun? Le temps, bien sûr. Donc, je vais rechercher le temps, l'expression du temps dans une des équations pour aller le réinjecter dans l'autre. J'exprimerai donc t en fonction de x, que j'irai remettre dans l'équation y. Je n'aurai plus une équation y en fonction de t, mais bien y en fonction de x. Okay? Alors, avant ça, je vais quand même encore modifier en introduisant les expressions de V0x et V0y. Donc ici, je peux écrire x de t égale x0 plus V0 cos θ fois t. Et ici, y de t égale y0 plus V0 sinus θ fois t moins gt carré demi. C'est mon équation numéro 1 et mon équation numéro 2. Et donc, dans l'équation numéro 1, on va aller rechercher comment je peux exprimer le temps. Donc, je vais isoler le temps dans cette équation. Je vais obtenir x moins x0 sur V0 cosinus θ. Okay, j'ai isolé le temps dans cette première équation. Et ce temps, je vais aller le remettre dans la deuxième équation. Donc, y sera égal à y0 plus V0 sinus θ fois le temps t, qui est ici, x moins x0 sur V0 cos θ, moins g fois t carré, donc x moins x0 au carré sur V0 carré cos carré θ, et il y a le facteur 2 pour gt carré demi. OK? Alors, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être simplifiées? Ben oui, on a du V0 divisé par V0, ça fait bien 1. Et on a du sinus θ sur cosinus θ, ça fait tangente θ. Vous voyez bien qu'ici, j'ai y en fonction de x. J'ai donc bien obtenu l'équation de la courbe qui me donne la trajectoire suivie par le corps. Donc, y en fonction de x est égal à y0 plus tangente θ fois x moins x0 moins g sur 2v0 carré cos carré θ fois x moins x0 au carré. C'est ce que vous retrouvez sur le slide. J'ai détaillé un peu plus au tableau la démarche pour y arriver, mais vous obteniez bien ici l'équation de la courbe de la trajectoire suivie par le corps, y en fonction de x. Alors c'est quoi comme type de courbe ça?
Une parabole, ok. Donc, on a effectivement une parabole. Pourquoi on a une parabole? Y en fonction de x est une fonction du second degré. On a un terme en x carré ici, on a un terme en x et on a un terme en indépendant. Donc, ce qu'on a trouvé là, c'est effectivement une parabole. Alors, on peut en plus préciser quelques caractéristiques de la parabole. Une parabole qui passe par le point x0, y0. Quand vous mettez x égale à x0 là-dedans, ça fait 0, ça fait 0. Donc, il reste bien y0. Donc, on passe bien par le point origine, ça c'est normal. Donc, parabole qui passe par le point x0, y0, qui a une concavité qui est tournée vers le bas. À nouveau, dans le terme en x carré, on a un signe négatif. On a un moins g sur 2v0 carré cos carré θ, ce qui est au dénominateur, c'est positif. Donc le terme en x carré, il est bien négatif. Parabole avec la concavité tournée vers le bas. C'est ce que vous voyez sur le schéma où j'avais mis le tir du boulet de canon. On avait bien cette parabole qui est avec une concavité tournée vers le bas. Ça va ? Ok, pour l'équation de la trajectoire. Alors, on cherchait également deux autres informations. On cherchait à déterminer quelle est la hauteur maximale lors de cette trajectoire, à quelle hauteur maximum va passer l'objet qui est tiré. Et on cherchait également à trouver la portée. Alors, je vous propose de commencer par le deuxième. On va chercher quelle est la hauteur maximale atteinte par notre corps. Et là, même idée pour la hauteur maximale. Je vais mettre mon schéma ici. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis à la hauteur maximale? Votre vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Ok? Donc, quand vous allez atteindre la hauteur maximale, comment va être votre vecteur vitesse? Ok, parallèle à l'axe des x, donc il va être horizontal. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre vecteur vitesse est horizontal lorsque vous êtes au sommet de la trajectoire, vous avez une vitesse en x, mais vous n'avez plus de composante en y. Donc, atteindre la hauteur maximale, je peux traduire ça par la composante en y de ma vitesse est égale à 0. D'accord ? Donc, pour ma hauteur maximale, je représente schématiquement x, y. Voilà la trajectoire suivie par mon corps. La vitesse est bien toujours tangente à la trajectoire, donc j'avais V0. Ici, ma vitesse à la hauteur maximale, je vais l'appeler Vmax, elle est bien horizontale, au sommet de ma parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour cette vitesse maximum, Vy égale 0 et Vx, c'est V0x puisque la vitesse en x, elle est constante. D'accord? Alors, Vy égale 0. Ça va me permettre de trouver en quel temps j'arrive à cette hauteur maximale. Puisque l'équation de la vitesse en y, on l'a écrite sous la forme V0y moins g fois t. Je vais mettre g fois t max ici. Le t max correspondant au temps auquel j'atteins cette hauteur maximum. Je peux donc écrire 0 égale V0y, c'était V0 sinus de l'angle θ, moins g fois t max. Je vais rezoomer sur le tableau. Ce qui me permet de trouver une expression pour t maximum. Donc le temps mis pour atteindre cette hauteur maximum, ce sera V0 sinus θ sur g.
Ce n'était pas encore ce qu'on voulait trouver. Ce qu'on voulait trouver, c'est quelle est la hauteur maximale. Mais la hauteur maximale, ce n'est rien d'autre que le y en ce temps t max. Okay. Je peux donc reprendre mon équation en y de t. J'aurai y0 plus v0y, v0 sin θ, fois le temps t, v0 sinus θ sur g, moins g fois t carré demi, v0 carré sinus carré θ sur 2g carré. Okay, donc dans mon équation du MRUA en y de t, j'ai été remplacer t par t max. Je peux simplifier g et g carré. Il me reste y0 plus v0 carré sinus carré θ sur g moins 1 demi v0 carré sinus carré θ sur g. Comme tout à l'heure, vous avez un truc moins la moitié du truc. Il nous reste la moitié du truc. On obtiendra y0 plus 1 demi v0 carré sinus carré θ sur g. Hop. Et c'est bien ce que vous retrouvez comme expression ici, pour la hauteur maximale. En quoi est-ce intéressant d'avoir une expression littérale, donc avec des lettres? Ça permet de voir l'influence des paramètres. Si vous voulez que la hauteur soit la plus grande possible, si vous voulez atteindre la hauteur la plus élevée possible, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sur quels paramètres je peux jouer? V0. Ok, donc plus V0 sera importante, plus la hauteur maximale sera importante. Et l'angle, bien sûr. Quel est l'angle pour lequel vous aurez une hauteur maximale la plus importante possible? Pardon? Quand est-ce que sinus carré est maximum finalement? En 1, d'accord? Donc quel est l'angle pour lequel on a cette valeur? 90 degrés. Donc vous allez atteindre la hauteur la plus importante possible lorsque vous faites un tir vertical en fait. Ok? On est à ce moment-là plus dans un tir parabolique, on revient à d'une dimension. Ça va? Voilà, au cours prochain, on établira les notions de portée de la même façon que nous l'avons fait ici pour la hauteur maximale.